Laissez-moi partager. Alors, je partage mon écran rapidement et puis on pourra se présenter et engager rapidement les discussions. Donc, c'est là, on là. Oui. Alors, je vois qu'il y a un nouvel arrivant, Monsieur Karl. Karl, bonjour. Et puis, je vois aussi qu'il y a Monsieur iPhone 11 Pro qui est arrivé. Je suppose que c'est pas son nom, d'accord? Alors, je propose qu'on se présente rapidement. Alors, que je commence par Monsieur iPhone Pro, ben, votre nom, peut-être votre profession et si vous souhaitez bien, peut-être vos motivations pour cette certification en PNP, vraiment en très peu de temps pour qu'on puisse se connaître. Ok. On commence par iPhone 11 Pro. OK, allô, bonjour. Désolé, moi, c'est Franck Douani. C'est vrai, je n'ai pas paramétré la nomination de mon téléphone. Donc, Ouais, moi, c'est Franck Douani. Je suis ingénieur superviseur de profession. ouais, Je travaille sur des projets de maintenance des équipements de manutention des terminaux portuaires. d'accord, OK. En ce qui concerne mes motivations, c'est compte tenu du fait que j'ai déjà eu à piloter beaucoup de projets et que j'aspire à piloter davantage de projets, j'aimerais bien travailler dans des normes standards et j'aimerais acquérir un PMP pour pouvoir travailler dans les normes standards et pouvoir postuler pour gérer des projets plus plus important. intéressants. D'accord. C'est votre première certification ou il y en avait d'autres? Non, c'est ma première certification. D'accord. Merci beaucoup. On suit par peut-être Monsieur Karl, s'il nous écoute. Euh, alors, bonjour tout le monde, c'est pas si on m'écoute. Oui, bonjour, très bien, Karl. Très, très bien. Ok, ok. Bon, moi, c'est From. Bon, à la base, je suis ingénieur en informatique OK. bon, actuellement, j'exerce comme chef de projet dans le secteur bancaire. Bon, mes aspirations, bon, dans mon plan de carrière, je me vois sur les 3 ou plus 4 prochaines années être Ouais, en train de gérer des trucs un peu plus complexes. Donc, c'est un peu mes souhaits, c'est un peu mes projections.
Ouais, Donc, j'estime quand même avoir fait déjà le bas de l'échelle pour comprendre un peu ce qu'on appelle le travail du maçon, le travail du boulanger. Donc, d'accord. là, je vais passer une couche un peu de gestion, Au-dessus, un peu plus solide. ouais, Voilà, et puis une couche de gestion un peu à des normes, bon, je dirais un peu internationales, plus sérieuses sur le domaine, quoi. d'accord, je Donc, voilà comprends. un peu l'une des raisons pour lesquelles je souhaite. Et puis aussi, je sais comment avoir perdu déjà pas mal de choses parce que généralement dans des job descriptions, vous allez voir requirement, il faut cette certif, il faut ceci, il faut cela. Ah, Donc, oui, parfois, de ça peut plus en plus quand disqualifier. même. Oui, de plus en plus. Voilà, voilà. De Donc, plus en plus. parfois, ça peut un peu me disqualifier, quoi. Ouais, ouais. C'est votre première certification ou bien il y en a d'autres? Oui, oui, non, ça va être la première. Ça va être la première certif, quoi. D'accord, super. Bienvenue. Ok, merci bien. Bon, j'espère que je parapluie, tu vas atteindre mes objectifs. Ben, on l'espère tous. Ok. Alors, on suit par qui? Monsieur Amin? Oui, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Amin. Oui, moi c'est Amin Saleh Chegador. Je suis chef de la cellule des projets euh, à la Chambre de commerce. Et D'accord. comme motivation, vous savez, on mature, on prépare énormément des projets publics en Oui, partenariat avec notre ministère de tutelle et aussi avec le MINEPAC bien sûr. sur les gros projets d'infrastructure, etc. Et aussi avec les partenaires au développement, avec l'Union européenne et tout ça. Exact. Mais à chaque fois qu'il y a un projet et qu'on crée des comités de suivi, il y a toujours, c'est vrai, ça, c'est moi qui représente très souvent la Chambre dans les comités de suivi ou bien dans les équipes de suivi et évaluation et tout ça. Mais Exact. quand je suis avec tout le monde, c'est tout le monde qui est certifié PMP, surtout ceux qui viennent de l'étranger. Et c'est comme ça depuis 2 ans, 3 ans. Je m'étais promis de, Vous avez dit c'est stop, stop là. oui, il faut que Stop, c'est bon là. Donc voilà. Ok, je Et comprends. j'ai plusieurs autres certifications, dont la dernière, c'est la certification CP3P, donc le certificat en partenariat public-privé. Ok, 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 ok. C'est vrai, nous ne sommes pas nombreux ici au niveau du Cameroun. Avec l'AUF, j'imagine. L'APMG, Ok. donc c'est le CAPA qui nous a formés. Le CAPA. Ok, Mais, ouais, mais la certification a été en ligne à travers l'APMG. ok, ok. Non, voilà, en gros. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a monsieur Njoke. Oui, alors bonjour. Bonjour, monsieur Njoke. Oui, je suis Gabriel Joker, économiste de formation Oui, et conseiller technique à la communauté urbaine de Douala. oui, Donc, avant d'être conseiller technique, j'ai eu à être directeur opérationnel des affaires économiques. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu à gérer beaucoup de projets exact. publics, Mhm. parce que là, c'est des projets de développement local, c'est bien les problèmes de la ville et tout ce que ça comporte. Bien sûr. Moi, ma motivation est vraiment multidimensionnelle. D'accord. D'abord, les difficultés que l'on rencontre à faire aboutir nos projets me poussent à identifier les goulots d'étranglement. Et je pense que cette certification pourra vraiment Oui. apporter un plus. Et je ne suis pas ma première tentative. Moi, mon problème, c'est le manque de temps, malheureusement. Paraclète, je suis un vieil étudiant de Paraclète. Ça fait peut-être 4 ans que j'essaie d'avoir ma certification. Non. Et j'espère que... Mais sans composer, je fais les formations, mais au moment de composer, je n'ai plus le temps. Je me Oui. déplace et je n'arrive pas. J'espère que cette fois-ci, je vais marquer le but. Il faut vraiment pour avoir la fameuse certification. Vous savez, j'ai fait ma première, le PMP, je l'avais fait
en 2013, si je ne me trompe pas, 2012-2013. Je travaillais encore à Douala et j'étais obligé de prendre un mois de congé pour préparer véritablement ça et finaliser. Effectivement, c'est le problème de temps, il est très, très, c'est un vrai blocus. C'est quelque chose qui, pour les professionnels que vous êtes et que nous sommes, c'est quelque chose qui peut être une entrave au succès du PMP. Donc, donnons-nous le temps, il faut qu'on trouve le temps nécessaire pour pouvoir finaliser une bonne fois pour toute la certification. Parce qu'il y a un travail que nous, on pourra faire à part après, mais je crois que le gros du travail, je peux le dire ici, ainsi, hein, 80%, 70 à 80% du travail dépend exclusivement de l'apprenant, du professionnel. On pourra malheureusement pas ouvrir, comment dire, être tous les jours avec vous. Il faudrait qu'on trouve le temps nécessaire, que vous trouviez le temps nécessaire pour travailler. Je pense que dans le planning même de la préparation, il y a des certifications que vous devez prendre, euh, réaliser vous-même individuellement. On vous fournira tous les accès nécessaires, mais vous devez les passer tout simplement pour euh, euh, gravir un échelon dans dans la préparation de certification qui implique. Donc, il y a les certifications préliminaires qu'il faudra passer, qui vont vous aider à mieux comprendre, à mon sens, j'ai pas vu le cours, mais tous les échanges que nous aurons ensemble. Donc, c'est vrai, le temps pose souvent problème et il faudrait qu'on puisse manager ça de manière efficace. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le docteur. C'est Alors, moi. monsieur Lissouk, monsieur Lissouk, bonjour. Alors, vous pouvez arrêter la caméra, ce serait bien, parce qu'il y a beaucoup d'interférences qui se passent et qui nous empêchent. Bon. Voilà, donc, monsieur Lissouk, on vous écoute. Alors, si monsieur Lissou n'est pas prêt, peut-être monsieur Ouzafi. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Je suis Ouzaifa Mohamed Ousmane, ingénieur en chimie de formation et je travaille dans la recherche, je suis à l'IRAD. Donc, je me suis inscrit pour faire le PMP parce que c'est un vieil objectif, je pense, qui date depuis, mais je ne m'étais pas lancé. Donc, l'occasion est pour moi d'accueillir cette certification et de voir d'autres certifications aussi afin de, comme on dit, booster ma carrière et prendre un certain envol, quoi. D'accord, super. Vous disiez que vous travaillez, bien suivi. Vous dites? Vous disiez que vous travaillez où? Je n'ai pas très bien suivi. Je travaille à l'Institut de À recherche l'IRAD, agricole. à Yaoundé, ou Oui. bien à Douala, Non, je suis à Garoua. à Garoua. Mhm. Ah, Mon d'accord. poste de travail. Ok, super. Ben, bienvenue. Merci. Je propose à Madame Bodo de prendre la parole. Bonjour à tous, Bonjour. je suis Dr Bodo Laetitia, pharmacienne et en même temps master en gestion de qualité et projet. Bon, c'est ma troisième tentative là, j'espère que ce sera la bonne, mais pour ma première certification. Donc, c'est la troisième fois que j'essaye de pouvoir suivre la formation en entier. J'espère que cette fois-ci sera vraiment la bonne. Je l'espère aussi, Et docteur. Je l'espère vraiment. Que ce tour aussi, mais ce sera. mon temps est très compté cette fois-ci, vraiment. Il ne me Ah, reste pas beaucoup de temps, donc j'espère que on pourra le faire dans le temps. d'accord, docteur. Et j'aspire à renforcer mes capacités avec une reconnaissance internationale, ce qui va me permettre de pouvoir facilement prendre en charge la gestion des programmes de santé sur le plan national ou international. Je veux vraiment appliquer ça dans mon domaine de base. Donc, voilà. D'accord. Non, je te le souhaite, docteur. J'espère qu'enfin on le fera. Est-ce que j'ai oublié Mhm. quelqu'un?
quelqu'un qui est en ligne et qui n'a pas encore pris la parole. Je crois que tout le monde a pris la parole. Alors, je vais faire le... je pense que mon écran est visible. Euh, bon, j'ai suivi qu'il y avait des personnes qui sont, voilà, la chambre de commerce, j'ai suivi également qu'il y a l'IRAD, euh, voilà. Donc, moi, mon écran est visible, n'est-ce pas? Oui, il est visible. D'accord, merci. Alors, je connais très bien la chambre de commerce, bon, pas très bien, mais voilà, la structure pour laquelle je travaille actuellement, euh, d'ailleurs, on a une très bonne convention avec la chambre de commerce, on travaille très bien avec eux. Je suis au bureau de mise à niveau des entreprises. Je connais aussi très bien l'IRAD, parce qu'à l'époque, on avait bien accompagné dans un projet de certification l'IRAD. D'ailleurs, ils ont un laboratoire qui est accrédité 17,25 ici sur Yaoundé. Donc, je suis très, très content d'échanger sur, sur les questions de gestion des projets avec des amis, des amis, des partenaires de très, très longue date. Donc, donc, je suis microbiologiste de formation, mais aussi j'ai une formation en environnement. Là, je prépare une thèse de doctorat actuellement, j'espère la finir très tôt. Donc, vous avez pu voir, comme je le disais tout à l'heure, je suis certifié PMP depuis 2013, je crois bien, 2012-2013. Et je suis formateur et donc authorized trainer partner pour le PMI. D'ailleurs, pour cette formation en PMP, je suis également certifié sur Lean Six Sigma et je suis plusieurs référentiels en tant qu'auditeur de certification pour le 9, ISO 9001, 14001, 45001 et 22000. Donc, euh, là, je suis au bureau de mise à niveau, comme je le disais, je suis l'expert en qualité. Donc, je m'occupe de différents projets de certification des entreprises sur les différents référentiels du marché qui sont présentés et je réalise à plusieurs reprises des audits de certification pour le compte de plusieurs organismes de certification. Alors, donc, bienvenue dans cette initiation, cette introduction. C'est vraiment une phase introductive, hein, introductive sur le management du PMP. Je souhaite que ce soit vraiment l'échange. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des questions. C'est vraiment l'objectif ou bien les points essentiels à mon sens qui doivent être discutés durant ce temps. C'est euh, c'est d'avoir une vue globale sur le PMI, parce que vous voulez aussi certifier sur le PMP, qui est un des produits du PMI, le Project Management Institute, et de dire aussi qu'il y a plusieurs autres certifications qui sont au niveau du PMI. On va essayer rapidement de les présenter. Alors, je souhaite également, vers la fin, depuis quelques années, du moins la dernière version du PMBOK, qui est le guide en matière de gestion des projets, il y a une notion d'agilité qui a été introduite, c'est-à-dire qu'il y a une autre manière, une autre façon différente de gérer certains types de projets en mode agile. Donc, on verra un peu aussi ce que c'est que l'agilité, quels sont les éléments qu'on peut y retrouver avec un focus un peu plus important sur un des outils, l'un des plus importants du management agile, qui est le Scrum. Je pense que j'ai bien suivi qu'il y a au moins deux personnes dans, avec nous qui sont plus orientées
qui ont un bagage en IT, en informatique. Donc, je pense que des projets qui sont des types d'approches en gestion des projets qui sont plus dédiés, eh bien, dans ce qui les concerne les plus, en fait, les plus. Donc, on va essayer de faire aussi en focus sur les approches agiles. Alors, par Arcade Institute, je pense, il y a le docteur Bodo qui disait c'est la troisième tentative. Il y a quelqu'un d'autre qui était, je pense, c'est la quatrième tentative pour cette certification. Alors là, c'est Paraquet qui est l'un des, je crois, que des deux. Au Cameroun, il n'y a que deux authorized training partners, dont Paraclet. Euh, C'est-à-dire, c'est des structures, il est très, très conseillé de faire sa préparation en PMP dans ces institutions parce que vous avez des formateurs qui sont reconnus par le PMI, qui ont la formation adéquate et qui utilisent des supports de cours qui sont validés, qui sont accrédités par le PMI. Et il y a une plateforme qui est utilisée par les apprenants pour pouvoir mieux vous accompagner dans la préparation en gestion de projets. Donc, Paraclet Institute est une de ces structures au Cameroun qui est accréditée par le PMI pour pouvoir dispenser de manière adéquate cette certification. Comme vous voyez, Paraclet, c'est un ATP, non, Authorized Trainer Partner, mais il y a aussi des instructeurs qui sont aussi validés, comme moi, mais d'autres personnes dans Paraclet qui ont aussi le titre de la certification ou l'accréditation ATP pour pouvoir réaliser ce type de formation. Donc, vous avez ici, par exemple, les numéros d'accréditation de Paraclet Institute. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, ATP, ça veut tout simplement dire que vous avez tout le matériel de formation clé à main, d'accord, qui est validé par le PMI et qui est même développé par le PMI. Vous avez des instructeurs, des formateurs qui sont aussi accrédités par le PMI et on assure effectivement un suivi minutieux et assez contrôlé. Et on respecte également toutes les normes de formation qui sont éditées par le PMI. Donc, voilà, ça c'était vraiment pour présenter rapidement Paraclet Institute. Faut juste dire que euh, pour le développement des économies dans le monde entier, ben, on a besoin que, qu'il y ait une transformation de la gestion quotidienne des opérations et cela passe essentiellement par la gestion des projets. Tout ce que l'on peut voir dans les différents pays, les différents continents, tout ce qu'on peut observer en termes comme événements, se base essentiellement et en grande partie sur la gestion des projets. On peut voir toutes les constructions qui sont faites, tous les développements de logiciels que l'on observe aujourd'hui, toute la transformation qui est observée dans le monde aujourd'hui s'appuie essentiellement sur sur la gestion des projets. Et on a besoin essentiellement, on a besoin de personnes qui sont formées dessus, qui ont une très bonne connaissance de la gestion des projets pour pouvoir impulser ces différents changements dans le monde. Et quand on dit, ça peut être dans le monde, ça peut être de manière globale, mais rentrons sur, on a quelqu'un qui est économiste de formation. Si on rentre dans la microéconomie, dans les institutions elles-mêmes, dans les entreprises elles-mêmes, euh, elles subissent des mutations. Les entreprises que nous avions il y a 50 ans, c'est pas les mêmes qu'on a aujourd'hui. Les équipements numériques que l'on avait par le passé sont pas les mêmes. Les sources d'énergie évoluent également. Les méthodes de production, de fabrication, les nouveaux standards en termes de production également évoluent. Et on a besoin pour ça, pour ces différentes transformations, d'avoir des outils éprouvés pour euh, gérer ces changements, ces transformations. Donc, on peut parler de gestion des projets. Alors, la question, une vue que j'aime bien avoir en matière de gestion des projets, c'est de dire,
enfin, une question qui peut être posée, c'est mais est-ce qu'il faut forcément avoir une certification PMP pour bien gérer les projets? Alors la question, c'est, là je parle en termes de probabilité, on est tous des ingénieurs, donc pour comprendre, lorsque je parle de probabilité, je veux dire en termes de chance, en termes de chance de réussir, parce qu'on peut prendre des grandes figures de l'histoire, même contemporaine au Cameroun précisément, c'est des personnes qui n'ont, en général, dans les écoles spécialisées, n'ont pas fait de formation spécifique en gestion des projets. Et là, on nous présente uniquement les réussites, quitte de tous les échecs qu'ils ont pu avoir par le passé, quitte de tous les déboires, toutes les péripéties par lesquelles ils ont pu passer euh, par le passé, dans un passé assez lointain ou assez proche. C'est de dire que lorsque on va vers une certification qui est une reconnaissance déjà internationale, on a plus de chances. La probabilité de réussite de nos différents projets tend plus vers un que vers 0. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas échouer. Mais la chance, la probabilité, le P, il tend plus vers un que vers 0. Pourtant, lorsqu'on n'a pas une formation adéquate, adaptée en matière de gestion des projets, les probabilités étant plus vers 0 que vers 1. On peut réussir par toute chance, mais on ne saura pas exactement ce qui nous a amené à pouvoir réussir ou à pouvoir réussir. Il est bon d'appliquer les méthodes prouvées, des méthodes reconnues en matière de gestion des projets pour être sûr de savoir quels sont les éléments qui nous ont amenés à réussir notre projet, qu'il soit petit, qu'il soit grand. J'ai suivi plusieurs personnes qui parlaient de gérer des plus grands projets. D'accord, mais le PMP s'occupe non seulement des petits projets, mais aussi des des grands projets. Alors, comme je disais, le PMP, il est développé par une institution qui est le Project Management euh, Institute, qui est, il faut le dire, la plus grande association au monde, la plus grande structure professionnelle qui a but non lucratif et qui regroupe les professionnels en matière de gestion de projets, de programmes et de portefeuille. C'est une structure qui a été fondée en 1969. Donc, vous voyez clairement qu'on est euh, après la deuxième guerre mondiale, euh, tout ce qui a été toutes des inventions qu'on a pu faire. Et le PMI apporte de la valeur à plus de 2,9 millions de professionnels et qui travaillent dans presque tous les pays du monde par le biais de la défense des intérêts, de la collaboration, de l'éducation, de la recherche. Alors, le PMI a ce qu'on appelle à travers le monde des chapitres. C'est un peu comme des représentations. Des représentations. Et au Cameroun, on a le chapitre du PMI. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui n'y sont pas encore, je vous invite à adhérer au chapitre PMI. Vous allez retrouver à l'intérieur à peu près 350 Camerounais qui réfléchissent au quotidien sur la gestion des projets, comment améliorer notre quotidien. C'est là où on partage tous les tips, tous les petits secrets en matière de gestion des projets. Et il y a une belle communauté camerounaise qui échange au quotidien sur la gestion de projets. D'ailleurs, je vous invite à y adhérer, c'est très, très facile. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont lorsque vous êtes membre du PMI, vous avez la possibilité, je pense, un an c'est gratuit. C'est gratuit aujourd'hui, je crois bien. Vous pouvez adhérer suivant une clé qu'on vous enverra pour adhérer au chapitre PMI Cameroun. Donc, comme je disais, le PMI développe plusieurs certifications. Le PMP fait partie. Vous voyez là, on a de manière globale, hein, toutes les certifications développées par le PMI. Vous voyez ici, par exemple, sur la première ligne, le CAPM, le Certified Associate in Project Management, qui traite
qui est, d'ailleurs, avant ça, le PMI Project Learning Preview, je crois qu'il est gratuit, mais si vous êtes membre du PMI, c'est une certification qui est gratuite. Je vous invite à pouvoir la faire aussi. Vous avez le CRPM qui, très souvent, est dédié aux personnes qui commencent la gestion des projets, des étudiants, par exemple. Et c'est une belle approche en matière de gestion des projets. Vous avez également le PMI ACP, qui est le Agile Certified Practitioner, et tout ce qui est les méthodes agiles. Vous avez, avec cette certification, vous êtes un professionnel, un praticien, vous pouvez accompagner une entreprise dans la mise en place ou la gestion d'un projet de type agile. Tout à l'heure, on présentera à peu près ce que c'est que l'agilité et quelles sont les différentes méthodes qu'on peut retrouver dans le concept d'agilité. Le DSM, le Discipline Agile Scrum Master, et puis le DSSM, qui est le Discipline Agile Senior Scrum Master. Et pour ces différentes certifications, il faut une expérience entre 0 et 3 ans. Puis, on va pour des certifications qui demandent un peu plus d'expérience, que sont le PMP, le PBA, le DSC et le DAC. Donc, pour le PMP, comme vous le savez, c'est 3 ans et plus. Sur le Project Management Professional, c'est le must des must. Dans tous les produits développés par le PMI, le PMP c'est le Graal en fait. C'est la certification la plus reconnue, c'est la plus importante. C'est elle qui a le plus grand nombre de personnes certifiées à travers le monde. Donc, je comprends pourquoi plusieurs personnes aiment le PMP, parce qu'il faut se dire la vérité, c'est la certification, on va dire, qui vous trouverez beaucoup d'aspects euh, qui viennent par exemple du ACP, qui viennent du DSM. C'est vraiment la certification qui regroupe le plus grand nombre de concepts en matière de gestion de projet. Puis vous avez le PDA, qui est le Professional in Business Analysis, donc tout ce qui est analyse des affaires, de business analysis dans des projets. C'est la certification. Si vous voulez migrer aussi vers ça, c'est une très belle certification qui vous donneront l'avant-projet, comment est-ce qu'on évalue la valeur de notre projet, d'accord? C'est la certification qui vous aidera à mieux comprendre quel est le business case de votre projet, à mieux analyser votre projet avant de le réaliser. Puis vous avez le discipline Agile Value Stream Consultant, c'est plus pour les consultants qui vont mettre, accompagner les entreprises dans la mise en place ou dans la gestion des projets discipline Agile. Vous avez le discipline Agile Coach, ça c'est vraiment une étape au-dessus du consultant, toujours en lien avec le discipline Agile. Puis maintenant, vous avez des certifications très, assez poussées. Par exemple, le Risk Management, le RMP, Risk Management Professional, qui est une très belle certification qui s'occupe, qui traite des questions de risk management. Comment est-ce qu'on identifie les risques dans les projets? Comment est-ce qu'on va analyser de manière qualitative, de manière quantitative les risques dans les projets? Quelles sont les réponses? Comment est-ce qu'on va euh, présenter les réponses face aux risques et aux opportunités auxquelles font face notre projet? Dans le R&D, c'est vraiment la certification sur se spécialiser véritablement sur les risques. Disons juste que le risk management, c'est un des chapitres qu'on retrouve dans le PMP. Mais dans le R&D, on focus vraiment sur le R&D et on essaye d'être un peu plus précis dans des notions qui sont, je sais pas, dire vagues, mais qui sont présentées de manière sommaire au niveau du PMP. Alors, vous avez le scheduling professionnel, le SP, PMI SP.
aussi, ici également, vous avez, c'est une des parties du PMP dans le domaine de connaissances. Comment est-ce qu'on planifie notre projet? Comment est-ce on va recueillir les exigences? On va définir les activités et comment est-ce qu'on va planifier? Quel est le mode de planification qu'on va retenir pour notre projet et comment est-ce qu'on va suivre ce planning dans le SP? C'est quelque chose, c'est une très, très belle certification. On passe maintenant sur le Agile Hybrid Project Pro, AHPP. Puis vous avez le AMC, qui est le Agile Metric Micro Credential, le Citizen Developer Practitioner, le Citizen Developer Business Architect, le Build Environment Project Communication, Organizational Transformation Foundation. Alors, il y a une nouvelle certification qui est sortie il n'y a pas 2 ans du PMI sur des projets de construction des bâtiments. Alors, le cycle, ne me revient pas tout de suite, mais au fil de nos échanges, je vais essayer de revenir un peu dessus. C'est une certification qui est spécifique pour des projets de construction, dans le BTP tout simplement. Et vraiment, les deux plus grosses certifications, les plus complexes du PMI, c'est le PGMP et le PFMP. Le premier, c'est pour la gestion des programmes, euh, et pour l'autre, c'est la gestion des portefeuilles. Mais pour bien faire la différence entre projet, programme et portefeuille, dans le cadre de cette explication, on va revenir sur ces notions. Tout ce qu'on peut dire, que je peux dire, c'est que dans cette échelle qu'on peut avoir, cette pyramide qu'on peut avoir entre programme, entre portefeuille, programme, projet et puis opération, on a une pyramide où au-dessus, nous avons la stratégie de l'entreprise, puis nous redescendons lorsqu'on a une étape, une échelle un peu plus basse, donc sur les portefeuilles, et plus bas des programmes, et ensuite des projets, puis à la base, nous avons des opérations, des sous-projets et des opérations. Donc, ces deux certifications sont sont assez complexes et demandent une très, très forte expérience. C'est vraiment le niveau senior en termes de compétences. 8 ans et plus d'expérience pour pouvoir euh, avoir les certifications PGMP et PFMP. Alors, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Bon, c'est bon pour moi. D'accord. Euh, Peut-être juste pour savoir qu'on parle d'expérience, c'est de l'expérience dans la gestion des projets ou c'est l'expérience professionnelle? L'expérience professionnelle. Ok, c'est bon. L'expérience professionnelle. C'est ça que je disais, par exemple, le CMP, par exemple. En général, c'est des gens qui débutent, en fait, qui débutent, qui n'ont pas d'expérience, mais qui sont vraiment dans leur début en termes de carrière. Donc, ça qu'on pense en général aux, aux étudiants, voilà, qui commencent un peu leur carrière professionnelle. Ok. Donc là, c'est une vue un peu plus globale, hein, de ces différentes certifications. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le PMP. Le but, en fait, ici, c'est de dire, ben, il y a, il y a d'autres certifications que le PMI propose. Et avec le temps, je me dis, on aura l'occasion, du moins, vous aurez la possibilité de pouvoir briguer d'autres certifications. Alors, je vous rappelle juste que, ouais, j'ai fait le PMP en 2013, mais le SCP, lui, je l'ai fait juste l'année dernière. Donc, c'est en fonction de votre besoin aussi que vous allez briguer une certification plutôt qu'une autre, et votre besoin également, je pense, votre besoin. Ok. Alors,
Alors là, c'est vraiment toutes les certifications en lien avec l'agilité. Vraiment en lien avec l'agilité. Vous pouvez voir par exemple ici que vous avez le SCP. Là, le DSM, le DSSM, le DA Coach. Et puis, pour le consultant, le DAVSC. Donc, là, vraiment, pour toutes les questions d'agilité, c'est vraiment le panel des certifications sur lesquelles on peut se lancer véritablement. Alors, ok, avec ça, je crois qu'on a fait une vue d'ensemble des différentes certifications du PMI. Et peut-être avant toute chose, j'aimerais pour ceux qui ont un peu plus d'expérience sur les projets, c'est quoi véritablement un projet? Est-ce que je peux avoir une ou deux personnes qui peuvent donner leur point de vue sur ce que c'est un projet? Alors, sentez-vous libre, hein? D'accord? S'il y a un point de vue, s'il y a une idée par rapport à ça, n'hésitez pas. C'est quoi un projet selon vous? Alors, disons qu'il y a plusieurs définitions qui peuvent être données, plusieurs définitions, mais celle qui est retenue par le PMI à travers le PMBOK, c'est qu'un projet, c'est une initiative temporaire, un effort temporaire. Pour moi, si je peux me permettre de reprendre, un projet, c'est comme un objectif qu'on veut atteindre, une image, un objectif qu'on veut atteindre dans une période bien définie, ayant une chronologie d'événements, d'étapes à suivre pour pouvoir atteindre l'objectif. D'accord, très belle définition. Quelqu'un d'autre? Alors, le PMI, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut juste dire qu'on a un document de référence hein, qu'on appelle le PMBOK. Le PMBOK qui nous permet de dire, c'est un peu un guide. C'est un guide de connaissances qui évolue. Aujourd'hui, nous sommes sur la septième édition, mais celle qui est utilisée pour l'examen, c'est la sixième édition. C'est un peu un mélange entre les méthodes prédictives et les méthodes agiles, comme je le disais. D'accord? C'est la sixième version qu'on a véritablement introduit la question d'agilité dans la gestion des projets. Donc, des caractéristiques du projet, c'est que c'est un produit ou un service ou un résultat unique qui est produit lors d'un projet. C'est une initiative qui est temporaire, comme tu le précisais, c'est-à-dire que ça a un début et une fin, il y a une planification qui est faite. Euh, donc, ça se réalise dans le temps. C'est pas indéfini. C'est quelque chose qui a une fin, tout simplement.
Et les projets ont la particularité qu'ils induisent le changement. Mais si à la suite d'un projet, il n'y a pas un changement qui est perceptible dans une organisation, on ne peut pas parler véritablement de projet qui est réussi. Il y a toujours un changement qui est fait lorsque, par exemple, vous mettez en place un nouveau système, une nouvelle plateforme collaborative au sein d'une institution, ben, il y a un changement qui est perceptible, c'est que les gens vont dorénavant communiquer d'une certaine manière. Il y a un mode de stockage des données qui sera fait d'une certaine manière. Derrière ça, la sauvegarde, les tests de restauration et autres vont être faits d'une certaine manière. Donc, du coup, il y a un changement qui est induit. Lorsque, par exemple, vous allez devoir changer, par exemple, le, le mode d'approvisionnement de combustible. À l'époque, par exemple, notre chaudière s'alimenter avec du fuel lourd. Aujourd'hui, c'est du gaz, par exemple. C'est un projet, par exemple, de changement de style d'approvisionnement de carburant. Je prends juste ces exemples, on peut en prendre mille. Le fait, par exemple, aussi du niveau bancaire, si une banque par exemple, n'a pas encore de carte Visa et initie un projet de, de mise en place de cartes Visa pour ses clients, ses différents partenaires. Vous voyez, tout le changement, ça va initier avec les gaps qui vont être mis, placés dans certaines enseignes, dans certains points stratégiques du pays. On voit tout de suite le changement que cela peut apporter. Et disons-nous que les projets se font à tous les niveaux. Tout le monde parle de projets. Regardons juste la configuration de notre groupe. On a l'intérieur des économistes, on a des informaticiens, on a des chimistes, euh, on a des économistes, on a des qualiticiens, on a des pharmaciens. Donc, vous voyez clairement, tout le monde est intéressé par la notion de projet et la question de changement qui peut être induit dans un projet dépend du type de projet qui va être initié tout simplement. Et comme je disais, un projet aussi crée de la valeur commerciale. Il y a une valeur qui est créée forcément lorsqu'il y a un projet qui est réalisé. Et c'est quoi la valeur dont on parle en fait? C'est un bénéfice net. Un bénéfice net qui est quantifiable, qui est dérivé d'une activité commerciale. L'avantage peut être tangible, intangible ou les deux. Alors, qui peut me citer un exemple d'avantages intangibles lorsqu'on réalise des valeurs intangibles, lorsqu'on réalise par exemple un projet? Bon, mais je suppose qu'on dit intangible qui n'est pas de quoi. Oui, qui n'est pas perceptible, qui n'est pas quantifiable. Oui, qui n'est pas quantifiable. Par exemple, si c'est de l'argent, effectivement, on peut compter On peut... Voilà le relationnel, la satisfaction. la satisfaction du client. C'est des choses qu'on peut pas, On peut pas chiffrer ça. Non. effectivement, effectivement. Donc, il y a des projets qui ont des gains tangibles. Il y en a d'autres qui ont des gains intangibles. Prenons l'exemple on prend la chambre de commerce, par exemple. La chambre de commerce qui va, par exemple, initier un projet, je vais dire une bêtise peut-être, euh, sur de, on va dire quoi, du renforcement des capacités ou bien d'accompagnement de certains industriels, d'accord, dans le but de faire du Cameroun un des premiers partenaires économiques dans la sous-région, d'accord? D'accord. Donc, on veut être premier, c'est pas un truc qu'on va forcément quantifier. Vous voyez un peu, on va essayer de trouver des indicateurs par exemple, les flux financiers, le taux d'exportation et autres, mais c'est des choses, c'est, c'est, c'est plus intangible que tangible. Imaginez par exemple qu'un État, que la Chambre de commerce, je vais la prendre toujours, ou l'IRAD par exemple, l'IRAD est en train de développer un projet de développer une nouvelle semence qui va être utilisée par certains
à certaines personnes où l'Iran ne vend pas ses semences. Du moins, elle n'a pas vocation à vendre des semences. Donc, ce projet, c'est plus technologique. Voilà. Ou bien un État qui a besoin de construire, de faire une route. On a vu tout récemment que entre Maroua et Koussiri, les gens font quoi? Vous passez 4 semaines pour moins de 50 kilomètres. Donc là, si une route est passée, c'est plus pour l'amélioration des conditions de population. Effectivement, il y a une incidence qui va être derrière. Et on va fluidifier les échanges entre les deux villes. Il y a des choses qui vont véritablement évoluer dans cette zone, mais c'est pas le bien financier que l'État attend derrière ça. Effectivement, ça va induire certains changements pour le personnel, mais l'État n'attend pas forcément un gain financier. Par contre, un industriel qui change, par exemple, j'ai pris l'exemple de la chaudière, des fluides pour la combustion, qui passe par exemple du gasoil ou bien du poêle lourd au gaz industriel, effectivement, peut-être qu'il y a un gain financier qui est peut-être la réduction des charges, des charges de l'entreprise. On peut avoir la valeur peut être une question d'amélioration. C'est qu'on passe, par exemple, d'un logiciel 1.0 ou un logiciel 4.0 qui va forcément fluidifier nos, nos échanges, notre travail en interne. Donc, en fonction, vous voyez, comme projet peut être initié pour plusieurs raisons. Il ne faut pas toujours attendre le gain, le gain financier par rapport au projet. Voilà. Donc, et lancer un projet peut être, bien sûr, en relation avec la valeur que l'on recherche, peut être initié pour plusieurs raisons. Peut être une question légale et réglementaire. Je connais un peu l'exemple lors d'un tour de table où il y avait des personnels de Eneo, disant par exemple, à l'époque, du moins jusqu'aujourd'hui encore, hein, et on peut retrouver ça, des transformateurs à PCB. À l'époque, le PCB, c'était vraiment le fluide qu'il fallait utiliser dans les transformateurs, mais depuis quelques années, effectivement, le PCB est prohibé, n'est plus utilisé dans la construction des transformateurs. Alors, la loi, les textes réglementaires interdisent le PCB. Donc, du coup, ça peut initier un projet. Ça peut initier un projet pour le changement. Oui, je vois une question qui est posée. Oui, vous aurez le slide. Je vous enverrai le slide. J'enverrai en tout cas le slide à Parafait qui vont vous transmettre le slide. Merci beaucoup pour la question. Alors, donc la question légale et réglementaire peut être importante. La question liée, par exemple, à un besoin de certaines parties prenantes qui peuvent être des clients. Euh, il peut avoir un besoin d'amélioration. On peut avoir des questions de réduction des coûts qui initient un, un projet. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi faire du management des projets? Pourquoi exactement, comme on disait, pourquoi se lancer vers, je ne veux pas dire une formation, mais une gestion des projets structurés? Ça a des avantages, d'accord? Parce qu'en fait, ne pas gérer les projets de manière structurée, il y a des risques importants que l'on verra par la suite. Donc, c'est quoi les avantages lorsqu'on gère les projets de manière, avec une approche qui est éprouvée, c'est qu'on a plus de chances d'atteindre des objectifs commerciaux définis. Euh, on est plus prévisible, on peut bien prévoir ce qui peut arriver puisqu'on a une approche de gestion des risques. On accroît nos chances de succès, comme on le disait
On peut identifier, on peut récupérer, mettre fin au projet voué à l'échec parce que grâce à notre business, à nos approches que nous avons, les techniques que nous avons avant de lancer un projet, on peut estimer que ben, le projet il n'est pas bancable, il n'est pas intéressant, il est voie à l'échec, autant mieux l'arrêter. On peut mieux gérer les différentes contraintes liées à la qualité, liées à l'échéancier, les coûts ou encore les, les ressources. On peut également mieux gérer tous les changements qui peuvent intervenir dans le cadre de de projet. Donc, il y a beaucoup d'avantages à gérer les projets de manière structurée, d'accord? Parce que lorsqu'on les gère sans utiliser des approches conventionnelles, mais on a toujours des délais qu'on ne peut pas respecter. On peut avoir des dépassements de coûts. On peut avoir une mauvaise qualité. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est véritablement. On a tous vu la vidéo qui circule ces jours concernant un bâtiment au niveau de Douala à Bonandia. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais on peut être d'accord sur un fait, c'est que ce projet, depuis des années, moi, quand j'étais à Douala, ce bâtiment était encore en construction et aujourd'hui, il n'est toujours pas finalisé. On peut se dire qu'il y a un souci dans la gestion de ce projet. Pour quelle raison, ça, je peux pas aventurer dessus, sauf s'il y a une personne qui a des informations nouvelles là-dessus. Mais on peut au moins convenir sur un fait, c'est il y a eu un mismanagement à ce niveau. Il y a eu un mismanagement, il y a eu un miscommunication, il y a quelque chose qui s'est passé dans le cadre de ce projet qui fait en sorte qu'il peut pas évoluer. D'accord? Du moins dans les mêmes configurations d'aujourd'hui. Donc, un projet qui est mal géré, ben, induit des reprises. Reprise, ça veut dire que on réalise quelque chose, on doit casser pour revenir encore refaire et des reprises coûtent extrêmement cher. Lorsque vous faites, par exemple, l'évaluation des coûts de non-qualité, vous vous rendez compte effectivement que les reprises coûtent extrêmement cher. Il est trop deux fois plus cher de faire une reprise que de faire une fois et une bonne fois notre projet. Il y a des extensions incontrôlées du projet, des pertes de la réputation de l'organisation, effectivement. Si vous êtes un prestataire qui a été retenu pour essayer d'induire une migration dans une entreprise et que vous êtes chef de projet, si vous faites mal, vous le réalisez mal, ce projet, effectivement, votre réputation sera, sera entachée. Vous avez des parties prenantes qui peuvent pas du tout être satisfaites et une incapacité à atteindre les objectifs du projet. Alors, je parlais tout à l'heure de la notion de portefeuille, de programme et de projet. Là, c'est une pyramide qui explicite clairement la notion. On peut se rendre compte qu'au niveau stratégique de l'entreprise, nous avons des portefeuilles qui désignent en fait des projets, des programmes, des portefeuilles secondaires et des opérations managées en tant que groupe afin d'atteindre les objectifs stratégiques. Vous vous rappelez, je disais qu'au sommet de la pyramide, nous avions la stratégie de l'entreprise et les portefeuilles nous permettent véritablement de pouvoir atteindre ces objectifs. Alors, stratégiques, vous avez des programmes un peu plus bas qui c'est un groupe de projets, de programmes secondaires et d'activités, des programmes apparentés dont le management est coordonné afin d'obtenir les bénéfices qui ne seraient pas possibles en les traitant isolément. Et que vous avez des projets qu'on vient de définir. Et plus bas, à la base de notre pyramide, c'est pas visible ici, vous avez des opérations. Alors, pour lancer un projet, vous savez, l'économiste euh, va nous aider peut-être dessus. C'est de dire qu'avant de valider un investissement, parce qu'un projet, c'est un investissement, il faut pas se cacher. Mais il y a des indicateurs qui sont importants à prendre en compte, le retour sur investissement, euh, la net present euh, value, la payback period ou encore le taux interne de rentabilité. Ce sont des indicateurs qui sont intéressants
Et lorsque vous avez plusieurs projets devant vous et que vous voulez faire un choix, alors ces indicateurs peuvent vous guider. Par exemple, le taux interne de rentabilité, ça veut deux projets, plus le ROI est important, mieux le projet euh, est intéressant. Bon, on prend l'exemple du retour sur investissement où le projet B, c'est 120%, le A, c'est 50%, ben on choisit le projet B, la, la payback period sera encore moins le temps nécessaire pour rentrer dans nos investissements, moins il est important, mieux le projet est intéressant. Alors, oui, je vois la réponse de iPhone Pro. Bon, quand on en est pas, je l'oublie rapidement, maintenant le temps de mieux échanger. Effectivement, c'est des erreurs de calcul, comme je l'ai dit, qui sont faites depuis les études géotechniques. Donc, on peut se rendre compte que si le projet pour le prestataire qui a gagné ce marché et qui avait un chef de projet qui devait réaliser des études géotechniques, pour eux, mais c'est une réputation qui sera entachée à vie parce qu'effectivement, à cause de c'est des milliards et des milliards qui sont, je suppose qu'ils sont au Euh, tribunal. Oui, J'ai une question, grand pro. euh, En fait, ce que je voulais savoir, est-ce que dans ce genre de situation, bon, je sais pas si le client, est-ce qu'il est, si ça n'a pas été encadré sur le plan, bon, je veux dire juridique, parce que souvent dans des projets, c'est vrai qu'il y a un contrat, mais est-ce que dans ce genre de situation, on peut se retrouver au tribunal pour demander, je sais pas, une régularisation, je sais pas, par rapport au coût supplémentaire qui a été engagé, quoi. Je sais pas. Donc voilà un peu ma préoccupation, quoi. d'accord. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait répondre à ça, qui voudrait contribuer à la réponse? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Oui, désolé pour le retard. Au titre de contribution, je voudrais indiquer que relativement à la proposition, en fait, à la problématique qui est en discussion, oui, ça peut aller au tribunal. Tout dépend des instruments juridiques qui lient les parties prenantes. Ouais. Donc, il lie les différentes parties prenantes et avec dans les exigences qui sont euh, prises ou consignées dans ces instruments juridiques-là, dans ces instruments contractuels. Mais effectivement, tout dépend des accords de parties. Tout dépend des accords de parties. C'est comme si, ben, allons terre à terre, hein, vous construisez votre maison, un technicien arrive, euh, vous avez un contrat, vous avez pris un entrepreneur au quartier, vous avez un contrat, euh, mais vous n'avez pas défini clairement les clauses. C'est juste le montant, le délai et autres. Vous n'avez pas défini des éléments juridiques par rapport à ça, des remboursements et autres. Effectivement, c'est, c'est pas la même approche, je veux dire, c'est pas le même niveau de rigueur que vous auriez avec une entreprise dans laquelle c'est un contrat en bonne et due forme, d'accord, et où il sait clairement que s'il dépasse, par exemple, d'un jour, vous retirez un tel pourcentage dans son dû, on se comprend un peu. Donc, tout dépend des accords des parties au démarrage de notre projet. Quand je prends cet exemple terre à terre, lorsque vous prenez votre frère, votre cousin qui est ingénieur et quand vous prenez une entreprise où les clauses sont très claires, effectivement, votre niveau de rigueur ne sera pas le même dans les deux situations. Donc, effectivement, on peut aller jusqu'aux instances juridiques, tout dépend des contrats, des accords des parties, au niveau jusqu'au remboursement même des frais. Tout dépend des accords des parties, tout simplement. Des accords des parties. Donc, je voulais juste faire ce petit parallèle pour dire que effectivement, les projets, c'est des investissements. On a besoin de mieux comprendre où est-ce qu'on va
Est-ce qu'il sera rentable ce projet? Donc, le business case est très, très important. L'étude de marché est très importante pour mieux comprendre notre projet. Alors, les questions de business case, les études de marché, autres, ben, ça dépend du type de projet que vous avez et de la valeur que vous recherchez. Les projets, quand ils sont très, très importants, demandent des tonnes et des tonnes d'études, études environnementales, études techniques, géotechniques, euh, études sur la rentabilité, études, il y a tellement d'études qui vont être faites, ben, pour des projets assez simples, bon, on n'a pas besoin de s'encombrer avec autant d'études. Donc, tout dépend du type d'études que vous avez et de ce que vous attendez véritablement de votre travail. Alors, comme je disais, on a plusieurs types d'approches en gestion des projets. Vous avez des approches prédictives. Quand vous regardez en bas à l'extrême droite, les types prédictifs, les types hybrides et les types adaptatifs ou, si vous voulez, agiles. D'accord? Quand vous voyez, par exemple, le prédictif, ça veut dire, en fait, traditionnel, les approches traditionnelles, et quand vous voyez adaptatif, c'est plus des approches agiles, d'accord? Et puis hybride, c'est vraiment la mixture entre ces deux extrémités. Donc, imaginez, vous avez deux extrémités prédictives, traditionnelles, d'accord? Et puis vous avez les approches agiles ou adaptatives. Et puis vous avez au milieu vraiment une jointure entre ces deux approches. Mais si on reste sur des approches prédictives ou bien traditionnelles, vous avez le cycle de vie d'un projet qui a plusieurs phases. L'initiation, où le document le plus important qui est produit, c'est la charte de projet. Il y en a d'autres, bien sûr, qu'on verra par la suite, mais c'est la charte de projet initialement. Vous avez la planification dans laquelle vous avez tout ce qu'il y a comme référence de base. Il y a trois principales références de base. La référence de base sur le contenu, la référence de base sur les délais, la référence de base sur les coûts, essentiellement, qu'on peut avoir. Et quand on dit référence de base, c'est les documents sur lesquels on va se baser pour évaluer l'avancement de notre projet. Donc, on va évaluer notre projet par rapport au contenu, concrètement, qu'est-ce qui est prévu d'être fait dans notre projet. On va évaluer le projet par rapport au délai, notre diagramme de Gantt, qui est une des formes de planification. On va l'évaluer aussi sur le budget. C'est ça qu'on parle de trois références de base. Ne vous embrouillez pas avec les thèmes compliqués. C'est une référence sur laquelle on va se baser pour évaluer notre projet. Et après, à la phase numéro 3, c'est l'exécution, le contrôle avec tout ce qu'il y a comme suivi sur le projet, le suivi par rapport aux objectifs, par rapport au budget, par rapport au planning qui a été développé. Et puis, on va clôturer progressivement notre projet par des phases et puis la clôture finale de notre projet. Ce schéma, c'est juste pour nous dire que là, on a vu le cycle de vie du projet, mais on peut aussi avoir un cycle de vie de notre produit et dire que notre produit passe par plusieurs étapes et chacune des étapes peut constituer en elle seule un projet. Donc, un cycle de vie de produit peut regrouper en son sein plusieurs cycles de vie de projet. OK? Voilà. Alors, donc, maintenant, je veux juste qu'on essaye de se dire, d'observer un peu nos différentes organisations. Euh, la chambre de commerce, le secteur bancaire, euh, l'IRAD, par exemple. Prenez, par exemple, aussi une entreprise qui fait ou la pharmacie ou bien les hôpitaux. Prenez des entreprises qui font dans des études, d'accord? Des études ou des contrôles techniques qui vont faire, ou des laboratoires aussi. Et vous allez vous rendre compte que ces structures sont tellement différentes et on peut regrouper ces structures en matière de gestion de projet en plusieurs catégories. OK?
C'est de dire qu'une entreprise, par exemple, comme Sogea Satom, ok, Sogea Satom n'a pas la même structuration qu'une entreprise comme les brasseries du Cameroun, comme une banque. Vous avez une entreprise qui est orientée projet, qui ne vit que par des projets, et une entreprise qui est très orientée opération et qui de temps à autre va réaliser quelques projets. D'accord? Et de dire que vous avez ces extrémités, mais vous avez des entreprises qui sont à moitié projet et à moitié opération. Et c'est dans cette considération qu'on se dit, ben, est-ce qu'on peut pas loger les projets par le type de structure que nous pouvons avoir? Et dans ce cas, on a trois types de structures. Des structures fonctionnelles dans lesquelles vous avez la structuration habituelle que nous connaissons, direction commerciale, direction aussi, direction du contentieux, direction des ressources humaines, direction qualité, direction des opérations et autres. Vous avez des organisations structurées par projet qui ne vivent que par des projets en grande partie. Et les organisations matricielles qui font un peu la jointure entre les deux. OK? Et en fonction de là où on se trouve, votre place, votre niveau de responsabilité ou d'autorité dans les projets va forcément différer. Si vous êtes par exemple dans une entreprise, dans un programme, d'accord? Vous êtes dans un programme qui a été mis en place par le ministère de l'Agriculture, par le MINADER par exemple, qui s'occupe de la filière plantain ou de la filière patate sur une durée de 5 ans ou de 10 ans. C'est un programme, d'accord, que vous allez mettre en œuvre. Vous, en tant que coordonnateur ou chef de projet, vous n'avez pas le même niveau d'influence que celui qui est dans le secteur bancaire, qui est directeur des SI et qui doit mettre en place un système informatique dans toute la banque. Imaginez qu'il ait besoin des ressources qui viennent des autres départements. Son niveau de responsabilité ou d'autorité ne sera pas du tout le même. Micro, le programme, le milliardaire. Le micro de Laetitia. Alors, je désactive là, c'est bon, merci beaucoup. Donc, celui qui sera dans un programme où il a vraiment l'autorité de mobiliser les ressources humaines, les ressources financières, les ressources techniques, aura beaucoup plus de chances de réussir son projet que celui qui est dans une entreprise où il est cantonné dans un service et il a besoin des ressources intervenant dans les autres départements. Est-ce que vous comprenez un peu quand j'explique ça? Donc, pour ceux Ouais, moi je comprends. Donc, ceux qui ont géré plusieurs projets peuvent comprendre que c'est très compliqué de mobiliser, par exemple, une personne qui dépend d'un directeur commercial, par exemple. Pourtant, son projet a besoin de cette ressources humaines. Parce que cette personne, ben, elle a ton projet qu'elle va mettre en main, mais elle a aussi une responsabilité par rapport à son directeur commercial. C'est pour ça qu'on met des pourcentages ici où on dit, par exemple, que pour les approches par projet et les structures par projet, ben, le chef de projet, ben, euh, il a une, euh, il a une autorité qui est très forte ou presque totale, mais dans les structures par fonctionnelles, ben, c'est une autorité qui est faible ou presque nulle d'ailleurs. D'accord? Voilà. J'ai Karl qui dit que c'est le cas dans le secteur bancaire ou le secteur typologie, effectivement. Donc, c'est ça un peu la difficulté. Mais c'est bon de connaître ça. C'est bon de le connaître en avance. Ce qui fait que on doit gérer un projet, il est très important pour nous d'attirer l'attention du décideur pour dire, il y a un risque à ce niveau. Je sais qu'il y a un risque à ce niveau. Est-ce qu'il est possible de nous donner des ressources qui soient affectées, pas totalement, mais qui aient
une organisation qui nous demande de, que ces ressources soient disponibles à temps réel. Donc, c'est des questions un peu qu'on peut poser sur la table du décideur. Alors, donc, on va finir avec les différents processus qui rentrent dans la gestion des projets. Juste pour dire que nous avons, d'abord, c'est pas un processus, c'est un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui utilisent les éléments d'entrée pour produire un résultat escompté. D'accord? Donc, on peut avoir, en entreprise, on peut avoir le processus de recrutement, par exemple. On peut avoir un processus euh, de gestion de la maintenance préventive. On peut avoir un processus d'enregistrement ou de backup des informations numériques. On peut avoir, donc, des processus, on peut les avoir au sein de l'entreprise. En matière de gestion des projets, on a 49 processus. Donc, dans la préparation du PMP, ces 49 processus, il faut les connaître. D'accord? Et ils sont regroupés en 5 groupes de processus et 10 domaines de connaissances. D'accord? 5 groupes de processus, 10 domaines de connaissances pour un ensemble de 49 processus qu'on peut retrouver ici. Donc, vous vous rendre compte que dans le domaine de connaissances, vous avez le management de l'intégration, vous avez le management du contenu, le management de l'échéancier de délai, le management des coûts, le management de la qualité, le management des ressources, de la communication, le management des risques, le management des approvisionnements et le management des parties prenantes. Donc, c'est des domaines que vous devez connaître, vous, en tant que manager de projet. Comment est-ce qu'on manage l'intégration dans un projet? Comment est-ce qu'on manage le contenu? Comment est-ce qu'on manage les délais? Comment est-ce qu'on manage les coûts et ainsi de suite. Et savoir que ces domaines de connaissances, dans ces domaines de connaissances, vous avez un ensemble de processus. Par exemple, pour l'intégration, vous pouvez vous rendre compte qu'on a 7 processus. OK? Pour le contenu, on a 6 processus. Pour l'échéancier, on a 6 processus et ainsi de suite. Mais ces processus sont répartis dans certaines phases, d'accord, dans certains groupes de processus qui vont de l'initiation, la planification, l'exécution, la maîtrise et la clôture. C'est un peu comme les phases qu'on vient de voir, les phases du projet. OK? C'est à peu près les phases. Quand on dit les groupes de processus, ça ressemble textuellement à des phases de projet. OK. Et on peut voir ici comment ces processus euh, interagissent, interagissent dans le cadre de notre gestion de projet. Ce n'est pas une succession linéaire. Il y a des chevauchements qui se font entre les différents groupes de processus. Vous voyez par exemple ici, quand le groupe de processus d'initiation de démarrage, ben, il commence, avant qu'il ne soit clôturé, ben, on a commencé déjà à planifier, OK? Et la planification est finie quelque part, mais avant qu'elle ne soit finie, lorsqu'on a planifié, ben, on commence déjà à exécuter. Et lorsqu'on a commencé à exécuter, on commence déjà à contrôler, puis à clôturer notre projet. Donc, on n'attend pas que tout le démarrage soit fini avant de planifier. On attend que toute la planification finisse, puis on commence à exécuter. Non. L'idéal, c'est que lorsque on commence à planifier, ben, on commence directement à réaliser notre projet. Donc, là, c'est une vue d'ensemble. Je vais passer ça rapidement des différents domaines de connaissances. Alors, vous pouvez voir ici, pour l'intégration, voici les principaux livrables qu'on peut avoir comme processus, différents processus qu'on peut avoir. Vous vous rappelez que dans l'intégration, ici, nous avions, euh, à l'intégration, on avait 7 processus. Et on peut voir ici que là, si on les compte bien, élaborer la charte de projet, gérer les connaissances du projet, maîtriser le projet, maîtriser les changements et autres. Ça fait en tout 7 processus.
Dans le contenu, c'est pareil. On a un ensemble de processus qui doivent être réalisés. C'est pareil pour les délais. On peut les voir ici. Les coûts, la qualité, les ressources, les communications, risques, approvisionnement et parties prenantes. Alors, juste pour dire aussi que le, le PMP, il y a un point essentiel en termes de code de déontologie et de conduite professionnelle qui est axé sur la responsabilité, le respect, l'impartialité et l'honnêteté. Disons aussi que, bon, moi, j'ai pas encore vécu ça, mais dans les textes, ce qui est prévu, c'est que même si vous êtes certifié, si vous avez un écart de comportement en termes de respect, d'impartialité, d'honnêteté ou de responsabilité, votre certification peut vous être retirée. Et s'il y a des raisons de penser que dans votre processus de certification, vous avez euh, une éthique très, très douteuse, vous ne pourrez pas passer votre examen de certification s'il y a une dénonciation qui est faite sur votre personne. Donc, c'est des questions assez importantes qu'il faut prendre en compte lorsque l'on prépare, parce que vous embrassez une nouvelle profession, vous embrassez quelque chose d'assez important et il faudrait juste vous rassurer d'avoir une éthique irréprochable, irréprochable et des pratiques qui ne portent pas atteinte à à votre personne, d'accord, tout simplement. Dans le code de déontologie, vous pouvez avoir accès à ce code dans le site du PMI gratuit dès que vous êtes inscrit et membre du PMI. Alors, l'examen, du moins le nouvel examen, est axé sur un triangle qui a qui a trois aspects. Une partie technique, une partie vraiment technique, connaissance des processus, dans les 49 processus que je viens de présenter. Donc, il y a une partie et une partie leadership qu'il faut aussi bien maîtriser et toute la question business, la question business qu'ils ont traduit ici en management stratégique et commercial, avoir cette notion de business, du projet, de la valeur commerciale du projet. Alors, à l'époque, comment le PMP était constitué, il y avait, c'était vraiment focus orienté processus à l'époque. Du moins, quand nous passions ça, c'était vraiment orienté processus. Vous avez 13% de questions sur l'imitation, 24% sur le planning, 31% sur l'exécution, 25% sur la maîtrise de la surveillance et 7% sur la clôture. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est pas les groupes que je viens de vous présenter depuis le 2 janvier 2021. Vous avez une partie leadership, les ressources humaines, leadership, qui est de 42%. Comment est-ce qu'on gère la gestion des conflits, le management des équipes, le team building, la collaboration avec les parties prenantes, la négociation des contrats. 50% sur les processus, comment est-ce qu'on planifie et on gère les contenus, la qualité, les coûts, les coûts, la qualité aussi, l'exécution des projets, la communication, la gestion du changement, le management des risques, les budgets, les ressources et puis les achats. Et puis une partie sur l'environnement, le business, hein, le business. Ben, c'est pas l'environnement de travail entendu comme lumière et autres, non, c'est la question business en fait. Voir la conformité de votre projet par rapport aux textes légaux qui existent, tout ce qui a eu qui a été fait comme étude d'avant-projet, la valeur du projet, les études d'impact, les changements organisationnels. Donc, voilà comment est structurée aujourd'hui notre l'approche PMP. Alors, vous avez dans les différentes questions qui vous sont posées 50% qui sont en lien avec les approches prédictives, 23% en lien avec les approches agiles et 25% approche hybride. Pour synthétiser, donc 50% prédictif et 50% agile. Mais certaines personnes, les retours d'informations que j'ai
ont tendance à dire qu'on a même plus de questions qui sont en lien avec l'agilité dans la certification PMP. C'est 180 questions, 230 minutes, c'est des questions à choix multiples, des questions à réponse multiple, des questions d'appareillement, des hotspots et même des trous d'eau. Il y a plusieurs types de questions que l'on retrouve dans l'examen. On aura l'occasion un peu dessus. Donc, ça, je pense j'ai fait le tour rapide sur la certification PMP. Je vous propose de revenir un peu sur les questions d'agilité. On a beaucoup parlé d'agilité. Je voulais qu'on fasse rapidement un tour dessus, sans trop s'y attarder. Je repartage mon écran. Alors, juste pour dire que, alors, il n'y a pas une comparaison entre les approches prédictives, je veux dire, je veux pas dire comparaison, mais euh, à l'époque, je croyais que les approches agiles étaient meilleures que les approches prédictives. Alors, peut-être qu'avant de rentrer dans ça, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'agilité? Et qu'est-ce qu'il entend par ça? Bon, bon, je sais pas si je peux parler. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, j'ai entendu parler déjà de méthode agile. C'est vrai que dans le secteur logiciel ou gestion après la mise en place des produits, bon, ce que moi je retiens de la méthode agile, en fait, c'est ces techniques qui permettent en fait, lorsqu'on a un degré d'urgence, de, c'est pas si veut dire de satisfaction du client par rapport à des attentes, on a une urgence de lancer quelque chose. On passe par des méthodes agiles, c'est-à-dire comme un cycle, sur des cycles incrénales. On présente une première version d'un produit et au fur et à mesure, on fait des corrections, au fur et à mesure, on fait des corrections. Donc, c'est une approche qui vise à avoir vite une première version d'un produit et ensuite faire des améliorations progressivement. D'accord. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Alors, donc je disais qu'à l'époque, moi, quand je lisais ça, je me disais, oh, c'est une nouvelle, c'est quelque chose de révolutionnaire, c'est quelque chose c'est une amélioration des approches prédictives, c'est meilleur que les approches prédictives. Non, c'est pas une question de meilleur que l'autre. C'est-à-dire que il y a plusieurs méthodes. Pour aller à Douala, je peux choisir de prendre le train ou d'aller à Paration. OK? Euh, si je peux aller à Douala, j'ai plusieurs méthodes, mais je peux pas aller à Douala en pirogue. C'est pas possible. On se comprend un peu. Je peux pas aller à pirogue. Et peut-être si je prends la pirogue, peut-être que d'ici, d'ailleurs, il n'y a pas d'eau ici. Donc, je pourrais pas arriver à Douala en pirogue. Je veux dire qu'en fonction du type de projet que nous avons, il y a des approches qui nous sont présentées et il y en a qui sont les plus appropriées pour certains types de projets qui ont un type de complexité qui nécessite des changements quotidiens, d'accord? Où ça va extrêmement vite, c'est assez complexe. On n'a pas une très bonne connaissance de notre environnement et là, on est obligé d'utiliser une approche qui est dite agile. Par exemple, les projets de construction des routes et autres ont le moins de chances possible de réussir avec des approches agiles, d'accord? C'est des approches prédictives. Un projet de construction d'un bâtiment et autres a plus de chances d'utiliser des approches prédictives que des approches agiles. Pourtant, pour le développement de logiciels, pour tout ce qui est informatique ou encore tout ce qui est dans des services et autres,
on a plus de chances pour certains types de projets de les réaliser sur des approches agiles. Et c'est des approches qui sont assez intéressantes, qui ont des postulats assez intéressants, hein, qu'il faudrait utiliser lorsqu'on a tel ou tel type de projet. Alors, l'agilité, c'est un cadre. C'est un cadre, ce n'est pas une méthode. OK? Alors, certains disent que c'est une méthode, d'autres pas. Dans la documentation que j'ai pu parcourir, c'est plus un cadre dans lequel vous avez un ensemble de techniques, hein, d'approches que vous pouvez utiliser pour gérer en fait votre projet. Donc, on dit, c'est comme un état d'esprit. D'accord? Là, si c'est pas une méthode, c'est un cadre, c'est comme un état d'esprit. Donc, on se met dans un état d'esprit où on doit en principe être agile. C'est un état d'esprit qui est défini par des valeurs. D'accord? On ne fait pas l'agilité. OK? On est agile. J'ai bien aimé cette subtilité dans un document que j'ai lu. On fait pas l'agilité, mais on est agile. On est agile parce qu'on a un état d'esprit, d'accord, qui est dirigé par des principes qu'il faut suivre, des principes que l'on retrouve dans un document qu'on appelle le manifeste agile, d'accord, qu'on appelle le manifeste agile, qui, lui, a un ensemble de méthodes, de pratiques qu'il faut que comme praticien, comme professionnel sur l'agilité doit pouvoir utiliser. Dans le manifeste agile, on peut voir la tête de quelqu'un ici. C'est un état d'esprit qui a des valeurs, des principes et des pratiques. Alors, les valeurs, il y en a 4. Les principes, il y en a 12. Et il y a un ensemble de pratiques que vous pouvez utiliser lorsque vous gérez un projet sur sur une approche agile. D'accord. Donc, on peut voir ici dans quel cas on peut utiliser une approche agile. Donc, si on regarde par exemple les deux sur les abscisses, un projet qui a une faible incertitude, on va de faible incertitude vers une forte incertitude. Et en donné, en termes d'exigence, hein, en termes d'exigence, on a une faible incertitude et une forte incertitude. Donc, un projet qui a des risques, qui a très peu de risques et pour lesquels on a une très forte certitude, donc on connaît très bien ce qui doit être fait, c'est plus des approches prédictives, traditionnelles. Parce que quand on construit, par exemple, un bâtiment, un R+10 ou un +50, ben, on sait ce qui est à faire. On peut calculer le nombre de sacs de ciment, le volume du béton, on peut calculer le nombre de fers, de types de fer à utiliser, le nombre de personnes à utiliser. Ça c'est connu, en fait. C'est connu. On sait exactement ce qui doit être fait dans un projet de construction de bâtiment. Pareil pour la route, hein, on sait quel type d'enrobé on sait la formule de calcul de l'enrobé, on a le linéaire, on a la largeur, la longueur, donc du coup, on peut calculer le volume d'enrobé nécessaire pour notre route. On sait la profondeur du caniveau à faire, on sait s'il faut des grillages, s'il y a des dallots, donc on sait exactement ce qu'il faut. Donc pour ça, on prend ensuite des approches prédictives. OK. Par contre, pour des projets pour lesquels les risques sont importants et pour lesquels on n'a pas une très bonne connaissance de ce que sera le projet à la fin, ben, il est plus indiqué d'avoir un projet de type agile. Alors, il y a un schéma que j'aime beaucoup ici. Je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, je ne l'ai pas mis ici, malheureusement. Mais c'est de dire que dans les projets, je prends un exemple pour ceux qui font dans le IT, par exemple. Lorsqu'on vous dit de construire un site Internet qui va faire des achats, des ventes en ligne et autres. Ça, on vous le dit, mais même celui qui vous demande ne sait pas exactement ce qu'il veut. Et au fur et à mesure que vous en lancez, mais il va rajouter des choses. Il va vous dire, mais en fait, je voulais pas qu'on fasse des paiements par la carte Visa, je veux plutôt que ce soit, ou bien qu'on rajoute
sur la carte Visa, les Mastercard. Je veux également qu'on rajoute OM et puis Momo. Je veux également, est-ce qu'on peut mettre, donc il y a des changements qui interviennent au quotidien véritablement. Donc, dans ce type de projet, ben, c'est peut-être plus intéressant d'avoir des projets de type agile que d'avoir des projets de type productif. C'est clair? Alors là, c'est vraiment quelques caractéristiques hein, des projets de type agile et puis productif. C'est un peu ce qu'on vient de se dire. Et là, c'est une comparaison de quelques projets qui sont plus intéressants à gérer en mode prédictif ou agile, par exemple, en prédictif, ben, la construction des véhicules, les bâtiments, les appareils électriques, les routes, les ponts et autres sont plus indiqués pour des projets prédictifs. Par contre, par exemple, les projets de systèmes, ingénieurs de systèmes logiciels, euh, non, ingénierie logicielle, je veux dire, la conception, tout ce qui est comme conception de produits ou encore les certifications ISO peuvent être, ils sont plus adaptés pour les projets de type agile. Alors, vous avez les quatre valeurs ici de l'agilité. Les individus et les interactions plus que les processus et les outils, donc les plus, et ceux qui font de la valeur, qui créent de la valeur, c'est les individus. Et il faut se rassurer qu'il y a une très belle interaction entre ces personnes plutôt que des processus ou des outils qui peuvent être utilisés dans le cadre de notre projet. Alors, les logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Alors, on met logiciel opérationnel parce que les approches agiles ont été initialement conçues par des informaticiens. Donc, c'est le secteur informatique qui a euh, initié des approches agiles, même si par la suite, tous les secteurs sont concernés par l'agilité. La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Le contrat, il est important, mais ce qui est encore plus important pour les gens qui gèrent des projets en mode agile, c'est la relation qu'on peut avoir avec le client, qui est présent avec nous, qui nous donne son point de vue par rapport à notre projet via des démos, d'accord, des démos qu'on peut faire avec le client via la prise en compte de différents changements et autres. La dernière valeur, c'est l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Un plan, c'est important. Un diagramme de Gantt, c'est parfait. Par contre, ce serait bien, dans le cas d'un projet agile, d'accepter, même à la dernière seconde, un changement qui peut provenir d'un client. Donc, c'est les quatre valeurs que nous avons sur l'agilité et puis les 12 principes qui sont en lien avec les valeurs sont là. Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement les fonctionnalités à grande valeur ajoutée, accueillir positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif aux clients. Livrer fréquemment un logiciel ou un produit hein, opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et préférence les plus courts. Alors, le cycle en général qui est admis dans les projets, c'est entre 1 à 4 semaines maximum. Donc, minimum 1 semaine, maximum 4 semaines. Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Comme je disais, c'est bon, la collaboration avec les clients est très, très importante lorsque on gère un projet en mode agile. Réaliser les projets avec des personnes motivées, fournissez leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. L'équipe est auto-organisée, elle se gère elle-même, elle est autonome et il est important de ne pas surutiliser ces ressources humaines. Sinon, effectivement, il y a des burn-out qui peuvent intervenir. La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue face à face. Alors, on privilégie beaucoup l'interaction, la discussion face à face. Les emails, c'est bien, mais c'est bon pour les équipes
éloignés, mais quand on est dans le même site, il faut qu'on se rencontre, qu'on discute en face-to-face. Un logiciel ou un produit opérationnel est la principale mesure de l'avancement. Je vois beaucoup de choses, des gens qui disent, oh, j'ai avancé à 50%, mais qu'est-ce que tu as produit véritablement? Qu'est-ce que véritablement tu as réalisé? Donc, la véritable mesure de l'avancement, ben, c'est le produit qui fonctionne, qui est utilisable qui est testable par notre client. Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, développeurs et utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. Il faut qu'il y ait un timing adapté pour les équipes. En général, c'est 8 heures par jour, donc 40 heures par semaine, pas plus. D'accord? Sinon, on va créer des conditions défavorables pour l'équipe. Elle ne pourra pas tenir le rythme pendant des semaines. Une attention continue à l'excellence technique et à la bonne conception renforce l'agilité, la simplicité. Et puis, à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. Et à peu près ce qu'on a au niveau des rétrospectives. Après chaque itération, ben, il y a une rétrospective, il y a une remise en cause par rapport aux différentes méthodes. Comment est-ce qu'on peut être plus efficient? Comment est-ce qu'on peut... Alors, quelqu'un est en train de... D'accord. Donc, en gros, c'est un peu ça, les valeurs de l'agilité, d'accord, et les principes de l'agilité. Il y a plusieurs méthodes. Le Scrum, je suppose que vous avez déjà entendu parler du Scrum, du Crystal Methodology, le Dynamic Software Development Method, DSDM, le Feature Driven Development, FDD, le Lean Management, que vous connaissez, et le S-Stream Programming. Il y en a d'autres également, mais les six qui sont les plus utilisés. Un focus sur le Scrum. Alors, le Scrum représente environ 50% des projets réalisés en mode agile. Il y a trois piliers, l'adaptation, l'inspection et la transparence. Et plusieurs valeurs, le courage, le focus, le commitment, le respect et puis l'ouverture. Quelques mots, quelques termes très importants dans les approches Scrum, le product backlog. Les informaticiens vont bien se reconnaître ici. Le backlog, le sprint backlog, la définition d'accompli, d'accord, l'itération, qu'est-ce que c'est, l'incrément. Et puis ça, c'est la méthode globale du Scrum qu'on peut avoir. Voilà. Là, c'est très important, les rôles dans le Scrum. Le product owner, l'équipe de développement et puis le Scrum Master. Les équipes dans le Scrum, c'est 6 plus ou moins 3, donc maximum 9 et minimum 3 personnes dans une équipe. Et là, la différence d'événements du Scrum, c'est le sprint, la planification du sprint, c'est le daily stand-up meeting qui se passe tous les jours, 15 minutes maximum pour faire notre daily stand-up meeting. Nous avons la revue du sprint pendant laquelle on fait la démo à notre client de la fonctionnalité qui a été fabriquée pendant notre sprint. Et on a la rétrospective, comme je disais, à la fin de l'itération. Ok, donc je pense que bon, je vous enverrai on verra le slide, donc différentes méthodes sur le Scrum. Donc on va s'arrêter là en termes d'introduction, hein, vraiment d'introduction sur les approches prédictives et les approches agiles en matière de gestion des projets. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, c'est bon pour moi. D'accord. Euh, je vois qu'il y a Monsieur Aïssi, Alain Patrick. Nous avons le iPhone 11 qui est toujours là. Il faut passer au 14 et au 15 maintenant. Voilà. Monsieur Amine, Monsieur Njoke, ça va? Docteur Bodo, ça va? Oui, monsieur.
C'est bon. D'accord, super. Ça va aussi très bien Je de suis mon en côté. service, c'est pour ça que je suis calme là. J'arrive pas à réagir en même temps. D'accord. Ben, je crois que si tout le monde est satisfait, s'il n'y a pas de questions, moi je vais vous remercier pour ce moment de partage avec vous. Et on va juste attendre les séances de planification. Quand est-ce qu'on va véritablement débuter avec notre cours. Ok. Le prochain cours, c'est pour... Je sais pas encore, c'est pas encore arrêté. Je crois que monsieur Evans, on va clarifier un programme un peu serré. C'est aussi, mais je crois qu'on va trouver le, un timing euh, qui, qui est adapté pour chacune des parties. D'accord. Ben, merci beaucoup. Très bon samedi, très bon week-end. Bien de choses à vous et à très très bientôt. Au revoir. Alors, je vois une question ici. Ok, merci. Voilà, la durée de la formation, c'est combien de temps? Alors, vous devez avoir minimum 35 heures, 35 heures de cours que vous devez avoir. Vous aurez, comme je disais au départ, vous aurez une plateforme à laquelle vous pourrez accéder à tous les supports de cours et les simulateurs. Mais avec moi, ce sera 35 heures minimum de cours qu'on fera ensemble. Alors, alors sur combien de semaines? Logiquement, on est autour de 3 semaines, hein, je pense. Autour de 3 semaines. 3, 4 semaines maximum. Donc, sur un mois, en principe, on devrait pouvoir finir les 35 heures. Ok, je t'en prie. Merci beaucoup, monsieur Ami. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Au revoir à tous et à très, 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 très bientôt, je l'espère. Au revoir, monsieur.